bonjour, merci d'être venu. Je suis particulièrement heureux d'animer ce débat parce qu'il y a longtemps que je travaille avec le Syntec informatique à l'époque, quand on avait lancé, et j'étais à l'étudiant Pass Informatique. Ensuite, on avait fait apprentissage mode d'emploi. Et puis, j'avais aussi rencontré Pascaline dès les débuts avec Jean-Louis Bernaudin. Donc voilà le débat qu'on va essayer d'avoir sur les enjeux, avec une table ronde composée à la fois d'entreprises et d'écoles, et puis deux grands témoins qui vont pouvoir nous parler de ce qu'ils vivent en tant qu'apprentis et maîtres d'apprentissage. Donc les enjeux, ils sont larges. Alors, je ne vais pas demander à chacun de se présenter de façon liminaire, mais plutôt d'entrer vivement dans le débat. Donc, je vais commencer par Monsieur Estrade, si vous voulez bien, pour nous dire un peu quels sont pour vous, vraiment de façon rapide et liminaire, mais quelle est l'importance pour vous de l'apprentissage? Combien d'apprentis avez-vous? Comment les formez-vous? Et comment motivez-vous éventuellement dans l'entreprise pour qu'il y en ait de plus en plus? Alors, c'est là-dedans qu'il faut que je parle, c'est ça. Bon, je vais tenter ça. Merci. Donc, combien nous en avons? Évidemment insuffisamment, puisque Atos en France, c'est 10 000 collaborateurs et grosso modo, je pense que nous avons à peu près 150 apprentis, ce qui fait 1,5% des effectifs, ce qui est évidemment insuffisant. Alors, il y a une raison pour ça qui était une raison technique qu'on a fait disparaître. C'est simplement que dans notre reporting interne, les apprentis comptaient comme des headcounts à part entière et que dans les allocations budgétaires, ça gênait quelques dirigeants. On a fait disparaître ceci, c'est-à-dire que les apprentis seront maintenant considérés comme des stagiaires, c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas dans le reporting financier de la maison qui nous permet de monitorer l'entreprise, ce qui va sûrement déchaîner l'enthousiasme des directeurs de département et managers sur cette population qui est extrêmement contributive. Parce que le deuxième point, c'est que tous les apprentis que nous avons font, j'espère, leur bonheur à eux, mais font aussi le bonheur des équipes dans lesquelles ils s'insèrent. C'est-à-dire qu'ils sont de réels contributeurs, ils ont une véritable dynamique et volonté d'apprendre, et quelque part, ils challengent les équipes en place avec une vision très différente, une approche extrêmement pragmatique, doublée d'une formation théorique régulière. Donc tout ça, en fait, il y a une forme d'auto-alimentation du cursus. Est-ce que l'apprentissage est important? Alors, en tant que DRH, je dirais oui. Alors, à deux titres. D'abord, parce qu'avec 1,5%, moi, je paye une contribution relativement significative. Je ne sais plus à qui, mais enfin, c'est un chèque assez conséquent. Et je sais que, dans mon souvenir, l'année dernière, le seuil était à 4%. Je me demande s'il n'est pas passé à 5% depuis. Oui, c'est ça. Donc, je vais augmenter mon chèque. On va essayer de rattraper l'écart. Donc, au-delà de ces considérations pécuniaires, c'est surtout important parce que c'est effectivement une diversification du foyer de recrutement. Ça a largement été développé par M. Mamoumani en introduction. L'apprentissage va sûrement nous permettre d'intéresser progressivement de plus en plus de jeunes étudiants à ces métiers de l'informatique qui sont un peu tombés Enfin, ils sont un peu moins sexy que moi dans les années 80. Aller dans le service informatique, c'était super. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ça soit la première préoccupation d'un ingénieur dans une école d'ingénieurs que de se précipiter vers les services informatiques. Heureusement, on arrive à en attirer certains, mais à nos yeux insuffisamment. Voilà, donc c'est un enjeu sociétal parce que c'est une insertion des jeunes dans la vie professionnelle. C'est un enjeu pour l'entreprise parce qu'on a besoin, nous, d'être constamment, on va dire, tirés par cette population. De façon anecdotique, j'ai proposé que dans les contrats de génération, vous savez, qu'on était en train de négocier, j'ai proposé que les jeunes soient les parrains des anciens de la maison. En disant que les jeunes sont plus avertis sur les technologies nouvelles, les réseaux sociaux, etc. Donc ils pourraient, effectivement, on va inverser la proposition. Plutôt que de dire que c'est le senior qui transmet, on va demander aux juniors de transmettre aux seniors. Je n'ai pas eu vraiment un succès, même d'estime, de la part de mes partenaires sociaux qui étaient plutôt on va dire, représentatifs de générations confirmées. Donc, je n'ai pas pu faire passer cette novation parce que j'aurais été très fier d'arriver en disant voilà, chez nous, le sponsoring, c'est le jeune versus l'ancien et non pas le contraire. Donc les jeunes apportent beaucoup en apprentissage à l'entreprise. C'est pas qu'une question d'argent, c'est pas juste pour pas payer de taxes. Il faut quand même se dire que c'est aussi pour pas payer de taxes. Mais si avec ça, ça serait pas vraiment une vraie motivation.
Non, en fait, ils ont un regard très différent. Et je pense que les représentants de l'enseignement le confirmeront, y compris dans les cursus dispensés dans les écoles, parce qu'en fait, ils viennent avec leur bagage très pratique et ils viennent challenger aussi, quelquefois, les professeurs sur la façon dont se déroule la pédagogie. Donc c'est pour nous beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme. Bon, évidemment, un rythme qui nous impose de nous adapter à ce rythme binaire, hein, un temps chez nous, un temps en formation. Mais on y arrive finalement assez bien. Et on trouve là des gens très volontaires. Et notre ambition, et on y arrive plutôt bien, c'est effectivement de faire en sorte qu'on n'en a pas beaucoup, mais que 90% des apprentis qu'on a deviennent ensuite des CDI, ce qui nous permet de sécuriser notre flux de recrutement. On va en parler après. Ensuite, vous pourrez poser des questions. Mais je voulais rebondir sur Madame Estrade, donc, qui représente ici Supélec. Pardon. Non, excusez-moi. Je ne suis pas déclaré. Soyez gentils d'attendre un tout petit peu. C'est un peu prématuré. Alors, faut que je prévienne déjà Madame Estrade en cours. Sur laquelle M. Roland rebondit. Bravo. Donc, excusez-moi, Madame Aude, qui est déjà mariée d'ailleurs, qui donc elle-même représente Supélec. Alors Supélec, il n'y a pas une tradition d'apprentissage depuis 20 ans, c'est relativement récent. Non, c'est depuis la première promotion est arrivée en 2008. Donc pas un regard sur 20 ans, mais quand même une première expérience et finalement pas assez de candidats pour remplir vos filières en apprentissage. Alors effectivement, on a entendu parler de pénurie tout à l'heure au niveau des industriels, mais au niveau des écoles, on a aussi beaucoup de mal à recruter des candidats qui veulent faire de l'apprentissage. Donc ça a été développé, je pense, dans les premières années. On recrute sur une voie de recrutement spécifique, donc au début, pas sur le concours. Donc ça, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de publicité. Et là, on voit, en fait, effectivement, c'est assez jeune, depuis 2008, une évolution en fait, des mentalités au niveau des jeunes, mais on n'arrive pas, effectivement, à les recruter. Même chose chez vous, Madame Valérac, pour Centrale ? Oui, on partage exactement les mêmes problèmes que Supélec. On est encore plus jeune que Supélec, à savoir que la première rentrée s'est effectuée en septembre 2010, donc c'est encore plus jeune. Et nous rencontrons exactement les mêmes soucis, à savoir difficulté d'avoir déjà des postulants, ne serait-ce que des postulants, donc des candidats qui se présentent pour dire voilà, je suis intéressé par le dispositif, quoi que ce soit. Donc on a une vraie difficulté à aller récolter ces talents qu'on veut voir un petit peu entrer chez nous et puis finalement de donner du sens, un peu plus de sens à cette filière en apprentissage, dans la mesure où Télécom ParisTech a toujours été engagé depuis... oui. Télécom ParisTech, je pense comme Supélec a été aussi engagé dans la diversification, dans une vraie démarche de diversification de ses profils, donc prépa, puis ensuite la filière universitaire. Et l'apprentissage, c'était véritablement pour nous un levier ou un moyen d'ouvrir davantage l'accès à notre école et au diplôme, le diplôme historique de l'école. Oui, alors, donc vous prenez surtout des DUT, enfin essentiellement des DUT, c'est ça, tous les deux, toutes les deux. Alors celui-là marche. Donc vous prenez toutes les deux essentiellement des DUT. Pourquoi ? Alors, qui répond ? DUT, ça rentre dans le schéma que je viens de décrire, à savoir on diversifie les profils d'entrée. Donc on voulait avoir effectivement des ingénieurs avec un profil différent, davantage orienté techno, davantage orienté vers des problématiques d'entreprise, qui connaissent déjà quelque part l'entreprise, ne serait-ce que par le biais des projets qu'ils réalisent pendant leur scolarité, par le biais des stages, etc. Donc l'idée, c'était véritablement d'avoir des profils différents et des profils nouveaux, avec à la clé, bien sûr, comme ce que je disais tout à l'heure, le même diplôme, le diplôme unique de l'école. Ce qui ne signifie pas qu'on n'a pas du tout tenté d'ouvrir aussi cette filière à la population historique, à savoir les prépas et puis les universitaires, donc les titulaires de licence, mais à partir de la deuxième année. Et même là, on ne rencontre pas beaucoup de succès. Ceux qui ont l'habitude de la vie d'étudiant, entre guillemets, veulent la prolonger encore 3 ans. Donc c'est encore un petit peu compliqué de les attirer vers cette nouvelle voie et puis de marketer un petit peu plus cette nouvelle voie. Alors, Monsieur Pirel, chez IBM, comment vous faites-vous pour faire venir des jeunes et pour les convaincre dès le début, après leur DUT, d'aller en apprentissage ? Alors,
Je veux bien entendu répondre à votre question, mais je voulais vraiment rebondir sur ce profil d'origine DUT universitaire, parce que c'est aussi l'occasion de témoigner d'un travail que la profession a fait au titre de Pascaline, lorsque le ministère de l'Éducation nationale a décidé de réformer son BTS informatique de gestion. Et là, j'allais dire, on a pu vraiment s'investir pour faire évoluer ce diplôme sur 2 axes. Le premier, c'est son contenu au sens le plus large, puisqu'il est devenu service informatique aux organisations, et je crois que rien que l'intitulé montre sa modernisation. Mais surtout, grâce à Pascaline et à l'époque Yves Poilane, nous avons fait appel effectivement à un certain nombre d'universitaires, de responsables d'écoles d'ingénieurs, pour nous conseiller sur ce qu'il était nécessaire de renforcer dans un cursus de BTS pour que les meilleurs éléments puissent effectivement très légitimement prétendre à intégrer, par la voie de l'apprentissage ou non, mais c'est vrai que la voie de l'apprentissage était assez constructive dans ce cadre-là, des écoles d'ingénieurs. Donc c'est aussi un travail de longue haleine, hein, parce que les premières promotions du BTS SEO viennent seulement de sortir, et on s'aperçoit effectivement que bien que ce soit un diplôme professionnel, plus de la moitié des titulaires d'un BTS poursuivent leurs études. Donc c'est une source également, et avec des profils effectivement qui, sur le plan académique, je voulais rassurer M. Pincus, ne posent pas de problème. On va certainement avoir même des élèves certainement plus brillants dans certains cas. Voilà. Alors, pour répondre plus précisément sur le cas d'IBM, effectivement, on est un petit peu original dans cette profession, puisque nous sommes à 4% et on a décidé d'y être. Ce n'est pas un accident, c'est quelque chose de délibéré, de long terme, parce que monter à 4% en apprentissage, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça c'est très clair. Donc voilà, une volonté longue, et j'allais dire, si on réfléchit vraiment, oui, il y a des considérations financières, bien entendu, et d'ailleurs des équilibres qui sont gravement mis en péril, mais fondamentalement, ça ne peut pas être la raison, parce que comme ça évolue chaque année, on ne pourrait pas s'inscrire sur ce long terme. Et si je cherche vraiment la raison profonde, c'est la passion de la diversité. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir avec l'apprentissage. C'est quelque chose qui nous permet de faire face à un défi, qui est la diversité des talents, la diversité des sensibilités, la diversité des cultures. Nous sommes une boîte mondiale, et je dirais même plutôt globale. On a 440 000 personnes dans 127 pays. On a un marché qui est global. On a besoin de compétences, où qu'elles soient, et sous toutes leurs formes. Et ce qui est extrêmement impressionnant avec l'apprentissage, c'est qu'on élargit tout à fait les profils. Les profils, on parlait tout à l'heure de féminisation, on a plus effectivement d'apprentis que par la voie classique. Pour diverses raisons, on a essayé d'y réfléchir, il y a quelques raisons sociologiques, mais aujourd'hui, on a plus de femmes, effectivement, grâce à la filière d'apprentissage. Un petit aspect, mais qui est extrêmement important. On a des origines radicalement différentes. On a une variété qui est beaucoup plus grande. Et puis surtout, j'allais dire, passer de 1 à 3 ans en entreprise, c'est pas qu'il y a une meilleure intégration, c'est que par définition, l'intégration, elle est faite avant. Et on a la quadrature du cercle, on a des jeunes diplômés expérimentés. Difficile de trouver mieux. Difficile. Merci. Monsieur Hayat, vous étiez il n'y a pas si longtemps délégué aux affaires sociales de Syntec Numérique, donc vous avez vu de près comment ces jeunes s'intègrent dans l'entreprise, et c'est pas toujours si facile que ça. Non, effectivement. Alors, il faut bien quand même, si on parle de l'apprentissage et de ses enjeux, être transparent sur tous les enjeux de l'apprentissage. Et il y a un enjeu RH interne qui est extrêmement fort. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont l'habitude, et là vous avez des exemples d'entreprises qui savent et qui ont l'habitude et qui ont réglé ces problèmes ou qui ont des process quand on parle en anglais. Mais malgré tout, il faut bien se rendre compte qu'intégrer un apprenti dans une équipe de salariés classique n'est pas toujours simple, non pas dans les rapports humains, mais dans le positionnement de chacun par rapport à lui. Que va-t-on lui donner à faire? Jusqu'à quel degré va-t-il travailler? Comment gérer l'alternance? Il est à l'école, il est sur le projet. Et comment lui trouver une place dans l'entreprise, là où des gens sont expérimentés, ont des diplômes et vont travailler avec quelqu'un qui n'en a pas ou qui est en train d'en avoir. Alors à quel coefficient le met, quelle rémunération lui donne? Qui est-il? Et l'enjeu de l'apprentissage, il est en partie là parce que ce passage qui n'est pas facile en matière de ressources humaines au début, va avoir des conséquences sur la suite. Et si ce passage est mal fait, parce qu'on ne fait pas attention à ce que ça peut représenter, on ne réfléchit pas, eh bien le jeune peut ne pas rester. Il faut aussi avoir dans l'enjeu de l'apprentissage, il y a l'enjeu d'une politique de ressources humaines au global, qui est extrêmement important, parce que si c'est pour investir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans un jeune qui à la fin va avoir son diplôme et ne va pas rester dans l'entreprise, eh bien l'investissement est en pure perte. Et beaucoup d'entreprises me disaient, à l'époque où j'étais à Syntec Numérique, et globalement, beaucoup d'entreprises cherchent des conseils dans les ressources humaines pour dire, voilà, moi j'ai depuis 2 ans ce salarié. D'abord, est-il salarié?
Bien sûr qu'ils l'aiment. Et eux se posent la question, est-ce que c'est un salarié? Est-ce que c'est un stagiaire? Ensuite, qu'est-ce que je lui fais faire comme projet? Moi, je ne peux pas lui donner un projet différent sur 3 ans. Il ne peut pas faire tous les projets. Comment je gère ça? Et puis là, il a son diplôme, il est parti. Parce qu'il me demandait de l'argent, mais je ne pouvais pas le payer plus. Parce qu'au début, je voulais lui faire plaisir. Et donc maintenant qu'il a son diplôme, il s'attend à ce qu'on fasse un petit plus, mais je l'avais fait au début. Enfin, il y a toutes ces choses-là qu'on ne peut pas développer là. Mais il faut être extrêmement attentif aux enjeux de la politique d'apprentissage. Dans une entreprise, il faut prendre tout ça en compte pour que ça réussisse. Et absolument, je le répète souvent, faites-le tout de suite pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Sinon, vous allez considérer que c'est impossible ou que c'est décevant et vous n'allez pas y recommencer. Donc, si vous le faites, faites attention à ça dès le début. Merci. On va peut-être demander justement à un apprenti, donc à un témoin, de nous dire comment lui, il est entré dans l'entreprise, comment il a trouvé sa formation. Et puis le maître d'apprentissage, donc M. Guillotin, d'abord l'apprenti. Alors, je vous passe le micro. Bonjour à tous. Alors, ça marche. Si je sais bien lire, je ne suis pas Michel Tran. Moi, je suis Denis Lazarenko. En fait, donc, je viens de l'Ukraine et pour moi, c'était en fait pas évident de rentrer dans le monde informatique parce qu'avant, je faisais de la physique. En Ukraine, j'ai eu mon M2 en physique. Ensuite, j'ai continué en physique en France, en Paris Sud. J'ai fait mon M2. Mais puis, je me suis dit que vu qu'informatique m'a toujours passionné, je voulais devenir ingénieur, mais je ne savais pas comment faire pour changer ma spécialité un peu. Donc, c'était clair que c'est un peu dur, c'est pas évident de trouver CDI quand tu es scientifique, trouver un CDI en informatique. Et donc, quand je savais que ça existe, la notion d'apprentissage, ça m'a beaucoup intéressé, parce que là, mon école qui s'appelle AFTI, propose de... Donc en fait, ils acceptent soit Bac+3 en informatique, soit Bac+5 scientifique, ce qui est mon cas. Et donc, du coup, je continue maintenant mes études. Donc, je fais 5 mois des études à l'école et 7 mois à l'entreprise Steria. Et donc, pendant 2 ans. Et ce qui me permet d'acquérir les compétences informatiques et en plus de continuer les études, ce qui est aussi... très bien. Et je pense qu'à l'entreprise, pour l'instant, je suis très content parce qu'on m'a mis sur les vrais projets de la RATP. Donc, RATP, donc c'est les projets sur le bus et le métro de Paris. Donc, c'est assez intéressant. C'est vraiment impressionnant de travailler sur ça. Mais bon, donc là, c'est à moi de continuer à progresser, en fait. Et Jérôme Pasto, vous, chez Steria, justement, vous avez une vraie politique d'apprentissage, un peu comme IBM, avec beaucoup d'apprentis. Alors moi, je ne suis pas DRH, donc je ne pourrais pas répondre pour l'ensemble de l'entreprise, même s'il y a une digne représentante dans l'Assemblée. Moi, je suis directeur de projet et je m'occupe aussi d'un pôle d'une 50aine de personnes sur des projets forfaitaires. Et dans ce pôle, on a 6 apprentis, c'est-à-dire 12%. Et j'ai posé récemment une question à mon service de ressources humaines, c'est est-ce qu'il y a un plafond supérieur en termes de nombre d'apprentis qu'on peut avoir? On m'a dit non, il n'y a pas de plafond. Donc inutile de vous dire que je suis très content. Au départ, ça a commencé comment? J'étais habitué à prendre des stagiaires de fin d'études, de pré-embauche, des choses assez classiques qui marchent bien. Et puis on m'a dit, tiens, il faut, voilà, il y a une nouvelle loi, maintenant il faut prendre X% d'apprentis, donc tiens, en voilà 2 et tu les prends, tu travailles avec. Donc ça a commencé comme ça. Et puis j'y ai pris goût et je trouve que par rapport au stage, qui était plus dans mes habitudes, on trouve des jeunes qui sont très motivés, qui vont rester plus longtemps qu'un stagiaire, même si on se situe, là, comme on le disait tout à l'heure, aussi dans une optique claire de pré-embauche. Et puis des gens un peu déroutants, parce que moi, mes apprentis, j'en ai 6, bientôt on en aura 9. Et je les appelle la guirlande de Noël. Vous savez, le truc qui clignote dans tous les sens, parce qu'ils sont présents, absents. Et comme, je crois que c'est la table de ronde d'après, tous les rythmes sont différents d'une école à l'autre, d'un CFA à l'autre. Donc j'arrive pas à apprendre par cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui on devait avoir Michel Tran, mais Michel nous a dit au dernier moment, j'ai une semaine à l'école, c'était pas prévu, c'est-à-dire on n'était même pas au courant. Donc il faut être agile, et il y a effectivement cette petite difficulté de les mettre sur des vrais projets, comme disait Denis, donc des projets forfaitaires, parfois dans le rush, comme souvent en informatique, c'est la vie des projets, et c'est pas évident de se dire tiens, ils sont là, ils sont pas là. Cela dit, c'est la même question que pour les temps partiels.
notamment on a pas mal de femmes au 4-5e, ça rejoint ces problématiques de gens qui ne sont pas toujours présents. Ça ouvre un débat intéressant. Vous, vos apprentis, ils ne sont pas en clientèle. Vous les envoyez jamais chez les clients? Non, parce qu'on les forme au métier de l'informatique. Alors Denis vient d'une autre filière, d'autres sont un peu plus informaticiens. On les forme aussi à la vie dans l'entreprise. On est surpris. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est alors Denis est un peu plus âgé parce qu'il a déjà un bac plus 5 en physique. Les autres apprentis ont au départ 20 ans. Et à 20 ans, il y en a qui, certains matins, ne sont pas là parce qu'ils sont couchés tard. Ouais. Alors on leur explique, non mais là, on n'est pas à la fac, là, on est... Donc ça, je ne peux pas envoyer ces gens-là en clientèle, si vous voulez. Il faut d'abord les former. Voilà un débat intéressant. Je vais peut-être demander aux deux autres représentants des entreprises de parler de ça. Vous les envoyez en clientèle chez IBM et chez Atos. Comment ça se passe? Comment vous les formez? Comment vous les préparez à être vraiment des pros? Alors, bon, très clairement, qu'il y ait apprentissage, y maître d'apprentissage, donc il y a quand même un rôle clé, effectivement, d'identification, de formation, de sensibilisation des maîtres d'apprentissage, qui ne sont pas toujours les managers en bonne et due forme, hein, vu le système matriciel. Et il faut vraiment trouver la personne qui a non seulement les compétences, mais le goût. Parce que ça, c'est quand même toujours on top, hein, c'est toujours en plus, effectivement. Donc, il y a une formation qui est vraiment très collée au terrain. Alors après, clientèle, pas clientèle, il n'y a pas d'a priori. C'est quel est l'intérêt du client? Parce que l'entreprise n'existe que par ses clients. Donc, quel est l'intérêt du client? Comment on peut intégrer effectivement nos collaborateurs sur les projets? Et très clairement, nos collaborateurs, non nos collaborateurs, il y a les apprentis qui sont juste une forme un peu particulière, mais ce sont des salariés, point. Il se trouve qu'ils sont en formation de temps en temps. Mais c'est vraiment la seule différence. Il y a un petit bémol en plus. Et c'est ça qui fait une différence assez fondamentale avec le stagiaire. Hein. Ce sont des salariés d'IBM. Ils ont le même badge que moi, ils ont les mêmes outils que moi, dans tous les cas. Okay, c'est totalement transparent. Et effectivement, on a également du personnel, et pas uniquement féminin, qui est en temps partiel. Eh ben, on se débrouille, effectivement. Ça donne un peu de boulot à notre DRH, mais il n'y arrive pas trop mal. D'ailleurs, voilà une bonne transition. Voilà, merci pour la transition. Oui, je pense que la problématique clientèle ou pas est presque secondaire. En fait, on affecte les apprentis sur des équipes projet Atos, que l'équipe projet Atos soit dans nos locaux ou soit sur un local client. Ça ne change pas beaucoup la problématique. L'important, c'est que l'apprenti soit toujours dans un environnement Atos, même si cet environnement est logé sur un site client. Donc, c'est presque... très naturel. Le rythme de travail, alors outre les temps partiels, nous on a en plus la présence physique, finalement on s'habitue à la gérer différemment. On a énormément d'ingénieurs projets qui sont en télétravail, donc ils sont physiquement pas là, mais ils font leur travail à tel ou tel moment. C'est un problème de séquencement, mais là où je rejoins monsieur, même si je ne suis pas opérationnel, c'est sûr que c'est plus simple quand même d'anticiper le fait que dans 2 semaines, pendant 15 jours, cette personne ne sera pas là, parce qu'elle sera repartie dans son cycle de formation, ce qui est très naturel, mais l'anticipation sur les présences est quand même clé, en particulier pour le DRH, moi je m'en fiche, mais pour le chef de projet, c'est sûr que c'est quand même mieux de savoir sur qui il peut compter à quel moment. Vous voulez réagir, monsieur Pasto? C'était juste par rapport au point en clientèle ou pas, effectivement, comme disait monsieur Estrade, il y a 2 cas. Je pense que c'est important que l'encadrement de ces jeunes, même s'ils travaillent chez le client, soit fait par des gens de l'entreprise. Donc, moi, j'avais compris les questions en clientèle comme une prestation en régie sous maîtrise du client. D'accord. Pour moi, ça me paraît inadapté. Je vais peut-être revenir justement aux écoles. Alors vous, comment vous préparez vos rapports avec l'entreprise? Comment vous formez? Vous n'avez pas à former les maîtres d'apprentissage, mais vous avez à les rencontrer. Comment ça fonctionne? Alors, donc nous, l'apprentissage est sur 3 ans. Donc effectivement, dans l'apprentissage, il y a du côté de l'entreprise un maître d'apprentissage qui encadre l'apprenti et qui est censé montrer un diplôme équivalent à la formation de l'apprenti. Et à l'école, il y a un tuteur qui est un enseignant de l'école. Donc effectivement, là, en première année, à la rentrée, il y a une réunion de lancement où je réunis les apprentis et les maîtres d'apprentissage, où je leur présente la formation. Et en fait, pendant les 3 ans d'apprentissage, il y a un suivi qui se fait, des réunions qui s'organisent. Nous, on en impose 4 par an entre le professeur, l'apprenti et le maître d'apprentissage. Et en fait, on allège quelque part un petit peu l'enseignement qui est fait à Supélec. On considère qu'il y a une partie de l'enseignement qui est fait en entreprise.
d'enseignement pratique. Et du coup, on suit le travail qui est fait en entreprise. Donc, d'un commun accord entre l'apprenti, le tuteur et le maître d'apprentissage, en fait, on suit l'évolution de toutes les missions qui sont confiées à l'apprenti au cours des 3 années. Donc vous surveillez ça de près. On surveille ça de près, oui. Vous les envoyez pas comme ça. Madame Valérac, pareil, même question chez Télécom. Alors, je vous passe le micro. Alors, peut-être, vous rencontrez. Alors, il n'y a pas de très longtemps, vous faites de l'apprentissage, donc vous n'avez pas forcément un retour sur 10 ans, mais il y a quand même des problèmes qui doivent se poser parfois. Comment vous les résolvez ? Des apprentis qui ne se sentent pas bien, je ne sais pas. Les apprentis qui ne se sentent pas bien, oui, ça arrive, surtout en début de période. Donc là, les contrats, effectivement, sont signés pour 3 ans et en règle générale, ils évoluent donc, chaque année en fonction des volontés des uns et des autres. Mais effectivement, il y a des petits réajustements, on va appeler ça comme ça, qui s'opèrent en règle générale en début de contrat et qui sont liés plus à des postures qui ne sont pas tout à fait professionnelles au départ, de la part des apprentis. Donc là, effectivement, il y a des réajustements qui sont faits. Donc les visites en entreprise sont là aussi pour observer un petit peu le comportement de l'apprenti, son intégration au sein de l'équipe projet ou au sein de l'entreprise, et de telle manière à éventuellement proposer des aides au niveau de l'école, de telle manière à rectifier un certain nombre d'attitudes. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on rencontre, effectivement. Et c'est un problème qu'on ne voit pas chez les apprentis qui ont déjà effectué leur précédente formation, aussi en alternance, donc ils ont déjà pris le pli, donc on n'a pas trop de soucis avec ça. Vous avez beaucoup d'apprentis qui font 5 ans en apprentissage, en fait ? Enfin, 4 ans ? Oui, 4, il y en a qui ans. viennent d'un DUT en apprentissage et qui ensuite enchaînent. Et en règle générale, ceux-là, ils ne veulent pas d'une formation initiale pure, donc sans apprentissage à la clé. Même chose. Donc oui, il y en a qui poursuivent parce que pour eux, la formation prend du sens uniquement par ce biais-là. Ils sont totalement acteurs de leur formation, ils choisissent leur mission, ils choisissent pratiquement l'entreprise dans laquelle ils veulent aller, quelque part, oui. Et ils sont totalement maîtres de leur formation et acteurs de leur formation. Et en fait, c'est une forme de liberté à laquelle ils ne renoncent pas à l'issue des 2 années de DUT en apprentissage. Alors justement, quand ils choisissent une entreprise, ils choisissent une mission, mais la mission ne va pas durer 3 ans. Donc comment vous arrivez à gérer les changements de mission, l'évolution dans l'entreprise ? Généralement, ça se fait donc en interne, effectivement. Donc, chaque année, il y a des offres de mission qui circulent dans l'entreprise. Et donc là, les apprentis se positionnent au même titre que d'autres salariés de l'entreprise, en l'occurrence. Et puis ensuite, c'est un recrutement, une forme de recrutement ou d'entretien d'embauche qui s'effectue entre RH, manager et l'apprenti de manière tout à fait standard. Après, comment on évalue l'adéquation de la mission avec les objectifs de la formation. Donc là, effectivement, ça se fait directement avec l'entreprise, avec les managers. Ça ne se négocie pas parce qu'en règle générale, ça tombe pile poil. On est dans le secteur, on est dans la thématique et on est vraiment calé. La mission est calée complètement sur les objectifs de formation. Donc jusque-là, on n'a pas eu ce type de problème. Même chose à Supélec. Vous travaillez surtout avec des grandes entreprises, j'ai cru comprendre les uns comme les autres. Ça a l'air peut-être plus simple. Alors en fait sur les 3 ans, donc effectivement c'est pas évident de proposer des missions qui vont s'étaler sur 3 ans, que ce soit pour des petites entreprises ou des grandes entreprises. En fait il y a un descriptif en général qui est fait des missions ou des projets envisagés sur les 3 ans et on voit effectivement que ça varie sur les 3 années. On voit aussi que les missions en fait qui sont confiées en entreprise évoluent en termes En fait on voit les apprentis vraiment devenir des ingénieurs. On en avait parlé. La première année, en fait, il y a des petites missions qui sont confiées et qui est effectivement la découverte de l'entreprise. Donc plutôt un niveau stagiaire, hein, donc effectuer des différentes tâches, être en relation avec différentes équipes. Et puis, en fait, on voit au fur et à mesure des 3 ans que les missions qui sont confiées évoluent et qui deviennent autonomes et qui deviennent des ingénieurs. Alors justement, du côté des entreprises, comment vous faites évoluer vos apprentis pendant ces 3 ans ? Comment vous arrivez à les gérer et à trouver effectivement des missions en adéquation avec la formation ?
Alors, soyons clairs sur l'apprentissage. 3 ans, c'est effectivement la norme, mais c'est aussi parfois l'exception. Je m'explique, l'apprentissage, là on parle dans les écoles d'ingénieurs, vous avez également de l'apprentissage en université, et là malheureusement, du fait souvent des règles de passage M1, M2, l'apprentissage ne se fait que sur 1 an, ce qui est un peu quand même un petit peu presque une caricature dans certains cas. Vous avez des business schools qui font sur 2 ans. Enfin, il y a beaucoup de créativité aussi sur le marché. Alors soyons clairs, sur 3 ans, c'est extraordinairement long terme pour une entreprise. C'est même presque surréaliste quelque part. Évidemment qu'on n'a aucune idée de ce qu'il fera dans 3 ans quand il rentre. Principe de base. Et encore plus dans le numérique et encore plus dans notre industrie. Essayez de me trouver une annonce de community manager de l'an 2000. Le métier n'existait pas. Okay, et dans 10 ans, plus de la moitié que nous aurons et qu'on proposera à nos collaborateurs n'existe pas aujourd'hui. Bon. Donc déjà, on est sur une dynamique. Et je crois que c'est Hervé Biosser qui citait il y a relativement peu de temps, la valeur intrinsèque, les connaissances apprises dans l'IPROM de Centrale, c'est obsolète en 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les apprendre, puisque c'est la base pour progresser. Mais on leur demande d'apprendre à apprendre. Et qu'est-ce qu'on attend d'un ingénieur? C'est d'apprendre à apprendre, c'est d'apprendre à pouvoir faire des choses qu'il n'a pas appris. Bon. Donc ça fait partie aussi d'un cursus d'apprentissage d'un niveau ingénieur. On n'est pas effectivement sur de l'antébac. Et très clairement, sur des profils 3 ans, il est extrêmement fréquent qu'on ait à changer de maître d'apprentissage, voire à changer. Pourquoi de maître d'apprentissage? Parce qu'on va changer carrément d'entité. Vous ne pouvez pas confier effectivement les mêmes missions, la même autonomie à un jeune qui sort qui est de niveau Bac+2, quelle que soit son origine, et quelqu'un qui est sur le point effectivement d'être ingénieur. Donc il faut effectivement qu'on reconfigure en permanence, mais ça fait partie du jeu. Hein. Et tout à l'heure vous citiez, mais j'adhère complètement hein, sur le parrainage inversé. Simplement, je pense qu'il peut être bijectif, il peut quand même être dans les deux sens. Et nous, on a vraiment besoin effectivement, parce qu'on est une vieille maison, ça doit faire 102 ans qu'on est présent en France, donc ça commence à dater un petit peu. On a une pyramide démographique et vraiment l'apprentissage et un peu le stage, mais surtout l'apprentissage est quelque chose qui est indispensable pour brasser les idées, pour apporter de la créativité, même du poil à gratter. Alors effectivement, s'il arrive qu'à 10h30, c'est un peu gênant. Mais bon, ils ont des caractéristiques aussi qui permettent de remuer la structure. Voilà. Mais tout ça est un monde extrêmement dynamique. Et si quelqu'un dans la salle peut me dire quels seront les métiers qui seront proposés dans 3 ans, je suis preneur. Hein. Merci. Monsieur Ayad, vous parliez justement de la difficulté éventuellement de garder les apprentis après avoir investi pendant 3 ans. S'ils s'en vont, l'entreprise peut y perdre. Alors après, ils n'ont pas forcément les recruter à chaque fois, hein, mais on va revenir là-dessus avec les entreprises. Justement, comment les garder dans l'entreprise après leur période d'apprentissage? Ah oui, d'accord. Ça, c'est la question. Il y a 2 sujets sur lesquels je vais revenir avant d'essayer de vous répondre, mais je n'ai pas vraiment la réponse. Sinon... ça se saurait. Non, il y a déjà un point, il faut être clair. Oui, l'apprenti est évidemment un salarié, évidemment, mais non, ça n'est pas un salarié comme les autres. Le régime juridique du contrat d'apprentissage est quand même bien différent du régime juridique du contrat de travail lambda. Et lorsqu'on dit qu'un salarié arrive à 10h30 le matin ou ne vient pas, ou etc., c'est prévu par le législateur. Et la faculté de sanction est bien plus faible pour un salarié qui est apprenti que pour un salarié lambda, ce qui veut dire que les rapports doivent être tout à fait différents. Et à nouveau, il y a des entreprises qui ont l'habitude de cela, mais une entreprise qui n'en a pas du tout l'habitude et qui prend un apprenti et qui a un fonctionnement qui est un fonctionnement classique de droit du travail, avec un fonctionnement où quand quelqu'un fait une faute, il peut être sanctionné, il faut qu'elle revoie toute sa culture, ce qui n'est pas évident, pas du tout évident au début. Alors, la question que vous me posez pour savoir comment fait-on pour garder les gens me permettra d'aborder aussi le deuxième point que je voulais aborder. En réalité, vous l'avez compris, tout doit être, même si c'est impossible à anticiper, il faut essayer d'anticiper. Donc déjà, il faut avoir en tête le fait qu'effectivement, le salarié, l'apprenti vient, est peut-être enthousiaste sur un projet, mais lui ne sait peut-être pas que le projet va changer. Il ne le sait pas, il a 20 ans. Donc il ne sait pas qu'on lui propose un projet qui, dans 6 mois, sera différent, abandonné ou évolutif. Et c'est à vous de l'avoir en tête, c'est à vous de prévoir ce que vous allez lui donner après. Et c'est à vous d'essayer de doser, ce qui est extrêmement difficile à faire. On l'a entendu, on ne donne pas le même projet à quelqu'un qui a 20 ans qu'à quelqu'un qui a 25 ans et qui arrive en fin d'études. Donc il y a un dosage qui doit être fait, et ce dosage doit être fait, et c'est ça qui est particulièrement compliqué, à peu près sur tous les points, notamment sur le point de la rémunération, c'est extrêmement important, et sur le point du positionnement dans la grille de classification. Et c'est une question qui m'était souvent posée quand j'étais à Syntex, c'est bon, je fais quoi? Je le mets cadre ou je le mets pas cadre? J'en sais rien, c'est pas à moi de répondre, c'est à vous en interne. Et on revient sur la question,
Si vous le mettez cadre, est-ce que les autres cadres vont bien le vivre? Il est cadre, il n'a pas de diplôme, est-ce que les autres vont bien le vivre? Et surtout, qu'allez-vous lui donner une fois qu'il aura le diplôme? Parce que la difficulté, souvent, du moins celle qui m'est remontée à l'époque, c'est que fais-je de cette personne qui évolue et qui, donc, comme elle monte en puissance, voudrait que la reconnaissance qu'on lui porte monte en puissance. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que, pour l'attirer ou parce que je suis sympa, et c'est souvent le cas des gens que j'ai au téléphone, je lui donne le maximum tout de suite. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas donner le maximum, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il faut anticiper et savoir que va-t-on faire après. Et la plupart des cas que j'ai vus de salariés qui quittent l'entreprise une fois qu'ils ont le diplôme, c'est parce qu'ils ont fait le tour. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être au poste débutant, ils ne veulent pas être cadre, pour parler clairement dans la convention collective, coefficient 95. Il vous dit, ça fait 3 ans que je suis là, vous n'allez pas mettre coefficient 95. C'est 3 ans que je suis là, j'ai fait tous les projets, j'ai même fait les projets mieux qu'un tel qui est complètement nul, mais moi je suis vachement meilleur, etc. etc. Et vous avez un vrai problème de ressources humaines de quelqu'un qui vous dit, je ne suis pas cadre, coefficient 95. La convention collective ne le prévoit pas comme ça. Moi, je veux une position plus importante. Donc, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, je n'ai pas la solution. Je vous dis qu'il faut avoir tout ça en tête. Le salarié, une fois qu'il aura son diplôme, ça fait 3 ans qu'il est chez vous, il a donc 3 ans d'expérience. Vous ne pouvez pas le traiter comme un débutant. Si vous le traitez comme un débutant, il y a de fortes chances qu'il parte. Dans les très grosses entreprises, il y a un processus qui est prévu, il y a une intégration dans une équipe, il y a un changement d'équipe, mais dans une entreprise plus petite, et vous savez parfaitement que le tissu des entreprises françaises, c'est comme en général des PME, des TPE, ou etc., avec tous les acronymes que l'on veut, qu'est-ce qu'on fait quand on a 50 personnes dans l'entreprise, dont deux apprentis? Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'ils ont le diplôme? C'est la question qui se pose. Donc si vous ne le savez pas dès le début, vous prenez un risque sur la fin. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Je vous laisse réagir. Alors, attendez, je prends... Donc nous, on commence à avoir un petit peu de recul sur les apprentis. Effectivement, il y en a beaucoup qui sont embauchés derrière dans l'entreprise dans lesquelles ils ont fait leur apprentissage. Et pour ceux qui ont été en recherche d'emploi, en fait, m'ont tous fait comme retour qu'effectivement, à CV équivalent, entre quelqu'un qui a fait l'apprentissage et quelqu'un qui ne l'a pas fait, un industriel préférera un apprenti. Donc, il n'y en a aucun, ils ont tous trouvé, dès la remise du diplôme, ceux qui cherchaient du travail ont trouvé du travail. Alors, s'il y a des questions déjà, voilà, écoutez, Monsieur Chénaud. Oui, je voudrais réagir par rapport à 2 choses qui ont été dites. Ça, c'est un point très important, c'est pour ça que l'apprentissage, le fait qu'il reste ou pas, c'est pour ça que l'apprentissage, ça doit se faire au niveau d'une branche. Ça doit être conçu et travaillé au niveau d'une branche. Vous ne pouvez pas demander à ce que les apprentis restent. Je sais j'ai dans mon conseil d'administration, donc moi je dirige une école d'ingénieurs, dans mon conseil d'administration, il y a des industriels, des PME, PMI qui voudraient absolument. Alors on leur a dit que le droit du travail, en gros l'esclavage a été aboli il y a 200 ans en France et donc on ne peut pas. Bon. Et quand vous faites ça au niveau d'une branche, vous prenez la métallurgie, ça marche très bien. Parce que même s'il va dans une autre boîte, c'est bien le secteur qui est dynamisé. Et donc il faut accepter qu'on travaille pour le secteur parce que, ok, aujourd'hui, il va partir. Et peut-être que dans 5 ans, c'est lui que vous allez voir revenir dans l'entreprise. Donc ça, c'est très difficile à penser au niveau d'une entreprise. Mais c'est plus facile au niveau... Et c'est pour ça qu'il faut que ça se fasse au niveau du Syntec. C'est vrai que dans d'autres domaines, il y a une vraie culture qui date du 19e siècle, et donc ça vient de loin, c'est le compagnonnage, etc. Et la métallurgie, elle a l'habitude de faire ça, et j'allais dire que c'est dans ses gènes. Il faut absolument qu'au niveau du numérique, ça le devienne, et c'est pour ça que ça... Et pour moi, ça le deviendra qu'au niveau d'une branche. Et puis je suis surpris, le 0,95, tous mes apprentis, ils se font embaucher avec 3 ans d'ancienneté, hein. Et ils le négocient, ils l'obtiennent. Et cette année, encore une fois, le record à l'embauche, il a été décroché par un apprenti, issu, parce que moi j'ai 2 filières par apprentissage qui représentent à peu près 35% de mon école, c'est 72 000 € quand même à l'embauche. Et c'est un apprenti. Bon, c'est en Suisse, hein, donc ça aide un peu. 72 000 mais, non, mais c'est impressionnant. Hein, Excusez-moi, juste pour vous répondre, c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire qu'un apprenti, bon là c'est caricatural, mais quand même c'est tout à fait possible. Et c'est ce que dit madame. Comme l'embauche est quand même d'un apprenti, c'est pas qu'elle est garantie, mais c'est qu'elle est très probable. Si le salarié vient après ces 3 ans, et vous avez raison, en réalité, il faut bien se dire qu'il ne va pas rester. C'est la clé du truc. On investit pour le secteur, on investit pour l'entreprise sur le moment. C'est sur le moment où il est là qu'on récupère des choses, mais il va probablement pas rester parce que une fois qu'il a le diplôme, il va vous dire écoutez, moi,
Voilà, on peut me proposer beaucoup mieux ailleurs. Ou alors, en interne, qu'est-ce que vous me proposez? Dans certains cas, quand on a bien dosé, on peut malgré tout proposer quelque chose qui rend le poste encore intéressant pour cette personne qui vient d'avoir un diplôme, qui arrive avec un diplôme, des compétences acquises, et c'est ça qui est extrêmement important, et des connaissances acquises. Peut-être un tout petit peu moins théorique, mais il y a un niveau où finalement, comme on ne fait pas dans le doctorat, ça ne se sent pas tellement. Donc cette personne sur le marché a une valeur, et par conséquent, puisqu'elle peut effectivement être embauchée à 72 000 €, eh bien, elle risque de partir. Vous avez parfaitement raison. Oui, oui, c'est bien ça. Alors, il y a peut-être une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Monsieur Pirel, vous vouliez réagir? Ah, si. Priorité à la salle, vous avez parlé. Oui, merci. Ça marche pas. Si. Ça marche? Non. On parlait fort. Une question qui s'adresse aux deux personnes représentant les écoles. Vous avez dit faire le constat du manque d'intérêt des jeunes pour les formations en apprentissage. Comment expliquez-vous ça dans un pays où on mentionne souvent la difficulté de financement des études et d'accès à certaines écoles d'ingénieurs? C'est ma première question. Je vais poser la deuxième. C'est comment se sépare-t-on en entreprise de l'apprenti qui refuse de se lever le matin? Deux questions. Quand même. Alors, pour la première question, la difficulté de recrutement, donc effectivement, je pense qu'au début, les filières par apprentissage dans les écoles d'ingénieurs, c'était pas très populaire. Il y a eu une demande effectivement de diversifier le recrutement, comme ça a été dit tout à l'heure, donc de recruter des filières DUT. Donc là, on est en train d'ouvrir aux licences, aux concours. Donc on a des concours effectivement qui font le choix de choisir la filière apprentissage, et on le voit pour un critère d'ouverture sociale. Donc on est en train effectivement de travailler là-dessus sur le fait déjà de valoriser, parce qu'en fait il y a eu au début une certaine sensibilité par rapport à l'apprentissage. En fait il y a eu un ressenti comme quoi le diplôme ne serait pas le même. Le diplôme est bien le même. Donc pour ceux qui viennent de prépa, il y a un travail à faire en amont, de bien leur montrer que le diplôme est le même à la sortie et qu'en plus ils gagnent 3 ans d'expérience. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne voulaient pas accepter au départ. Et c'est en train de rentrer dans les mœurs et c'est en train d'évoluer. Là, je vois des étudiants qui demandent à basculer de la première année en deuxième année en apprentissage. Justement, ils ont vu comment ça évoluait, ils ont vu comment les apprentis évoluent après. Donc, il y a un travail qui est en train de se mettre en place et on espère que ça va prendre. Sur la deuxième question, je ne sais pas si vous pouvez répondre vous. Non, monsieur Estrade plutôt. Michel. Moi, je vais tenter de répondre, mais pas sur le plan de la rupture. Je voudrais quand même... comment dirais-je, on a les apprentis qui nous rejoignent sont des apprentis qui sont déjà extrêmement sociabilisés. On n'est pas dans le BTP où vous arrivez avec quelqu'un à 16 ans qui n'a jamais rien fait de ses 10 doigts et qui est pris en charge et qui doit être resociabilisé. Je crois que l'anecdote que vous avez évoquée, on l'a tous vécue. C'est que pour l'étudiant, arriver un jour à 9h30 parce qu'on a un peu la gueule de bois, c'est en soi pas dramatique. Mais en général, son maître d'apprentissage lui fait remarquer très vite que quand il fait ses études, il gère son temps comme il veut. Quand il est là, il y a le collectif et très rapidement. Mais enfin, moi, je n'ai pas connaissance d'interruption de contrat pour ce type de motif parce que les gens sont recadrés très vite. C'est plutôt inconscient qu'une volonté d'eux. C'est vraiment de se dire ah, c'est cool, ils vont être cool avec moi. Ben non, ils s'aperçoivent qu'ils ont un patron devant eux qui leur dit ben non, je ne suis pas cool avec toi parce que tout le monde t'attend, on t'attendait à tel jour, à telle heure. Et ils sont suffisamment responsables pour se dire c'est une situation que je ne veux pas reconnaître. C'est-à-dire qu'ils deviennent très vite professionnels à ce niveau-là. Moi, je suis plutôt frappé par à la fois l'engagement, l'obéissance quelque part, et la capacité à... Alors ça, c'est la configuration du marché de l'emploi. C'est-à-dire, et quelque part, moi, je les incite à rester un peu rebelles. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sont apprentis qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. C'est pas parce qu'ils sont apprentis qu'ils n'ont pas le droit de critiquer. Je les incite à remettre en question tout le monde. Et c'est pas parce que le marché du travail est difficile que, sous prétexte qu'ils s'expriment un tout petit peu, on va mettre un terme à leur contrat, ce qui, pour eux, effectivement, est souvent dramatique. L'idée, c'est de leur dire, voilà, restez qui vous êtes avec votre personnalité et votre jeunesse. Il y a quand même 3 codes qu'il faut avoir. Alors nous, on a un exemple classique. Quand on vous envoie chez LVMH, je sais, ça vous fait suer. Vous mettez un costume, ou en tout cas un blazer, et vous mettez une cravate. Je sais, ça fait vieux, ça fait tout ce qu'on veut, mais pour les environnements d'LVMH, c'est la base, on n'y peut rien.
quand je vous envoie effectivement au fin fond d'une aciérie, je ne sais pas où, vous pouvez arriver en blue jean, etc. Ça ne choquera personne. Et pourtant, la prestation, a priori, est de même nature, mais il se trouve que l'environnement est différent. Donc c'est plus quelques petits rappels à l'ordre que des sanctions. Et ça se fait beaucoup. Alors pour le coup, moi, mes services ne sont jamais impliqués. C'est vraiment, et c'est là que c'est intéressant d'ailleurs, vous évoquiez le compagnonnage tout à l'heure, mais c'est vraiment le fait que le gars, il veut être bien vu par son patron, quoi. Le manager prend très vite une dimension de parrain, enfin le maître de stage, et il ne veut pas décevoir. Et moi, je trouve que les jeunes qui nous rejoignent dans ce cadre-là ont encore plus cette volonté-là que les stagiaires, parce que justement, ils restent dans la durée. Le stagiaire, il va rester 3, 4, 5 mois. Et alors, le stagiaire en fin d'études, effectivement, il n'a qu'une envie, c'est de convertir son stage en diplôme. Mais le stagiaire qui n'est pas en fin d'études, il se dit, bah, si je ne sais pas chez Atos, j'irai chez Capgemini, c'est une boîte très bien, j'irai chez Accenture, qui est aussi une boîte très bien. Enfin, moi, je leur dis d'ailleurs, hein, faut pas... Il y a plein de boîtes très bien, mais si vous êtes chez moi, c'est comme ça qu'il faut vous comporter. Voilà, c'est juste rétablir je ne voudrais pas qu'on ait l'image rémanente de l'apprenti qui arrive tous les matins à 10h avec la gueule de bois, parce qu'ils ne sont vraiment pas comme ça, quoi. On sait qu'il ne va pas acquérir les compétences. Là, enfin, moi, le réflexe, c'est de provoquer d'abord une réunion avec l'école, l'apprenti, le maître de stage sur le thème. Il est temps qu'on se parle parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. C'est soit l'école nous a vendu, entre guillemets, ce qui n'arrive jamais, hein, à un produit qui n'est pas conforme à ce qu'on attend, soit c'est nous qui avons vendu une mission qui est tellement surdimensionnée par rapport à ce que l'apprenti attendait qu'il y a un décalage. Enfin, là, avant de passer au mode de rupture, c'est comme ça. Ensuite, je ne suis pas un grand technicien de la rupture des contrats d'apprentissage, mais je pense qu'il y a des clauses de sortie qui doivent permettre de le faire. Bon, alors, il y a d'autres réactions là-dessus. Alors, Madame Aude. Juste pour répondre, effectivement, pour conforter, s'il y a un problème sur un apprenti, un problème de comportement qui se répète, parce qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes ponctuels qui se mettent au démarrage de l'apprentissage. Après, effectivement, on provoque donc via le trinôme tuteur, apprenti, maître d'apprentissage. Donc déjà, il y a les premières réunions, puis après, ça remonte. Et effectivement, il peut y avoir, ça peut aller jusqu'à la rupture de contrat avec les 3 parties qui sont d'accord. Juste un point de vue. Oui, tout le monde veut réagir sur le sujet. L'entreprise n'est pas seule, et c'est justement ça le plus de l'apprentissage, c'est que vous avez un contact avec l'école qui a des moyens tout à fait significatifs. Jean-Louis, juste, on ne va pas traiter le 1% des cas aux extrêmes, on est là pour essayer de développer l'apprentissage. D'autres questions? Juste une précision, ils ont une période de préavis quand même. Hein. Je crois que c'est assez court, c'est 1 mois, mais on peut les observer. Hein. Oui, juste pour préciser les choses juridiquement, même si on n'est pas là pour parler du 1%, c'est quand même bien de savoir que les choses sont sécurisées en droit, ce qui permet de développer l'apprentissage. Donc effectivement, d'abord, vous n'êtes pas seul. Alors ça va dépendre de l'école. L'école a un rôle fondamental, vous passez un contrat avec une école, et avec un jeune, il faut que l'école soit de bonne qualité. Il faut que les gens dans l'école fassent leur boulot, ce dont je ne doute pas pour les écoles qui sont là. Il faut quand même se renseigner sur l'école avant. Il y a des mauvais CFA, il faut quand même être au courant. Ensuite, une fois que le travail est bien fait dans le CFA, dans l'école, mais c'est vrai, elle est là pour vous accompagner. Vous avez 2 éléments qu'il faut avoir en tête. D'abord, il y a une période d'essai. Il y a une période d'essai. Et quand le jeune ne se lève pas, il va tout de suite commencer à ne pas se lever. Ce n'est pas dans 6 mois qu'il va se mettre à ne pas se lever, c'est tout de suite. Et c'est assez rare parce qu'il sait qu'il perd à la fois son boulot et son diplôme. Donc en général, il se lève assez vite. Mais l'autre sujet, c'est qu'effectivement, il y a une faculté de rupture du contrat de travail via la faute grave, pas le reste. Et vous allez me dire, il faut qu'il ait tué père et mère pour qu'on connaisse la faute grave de l'apprenti. Oui, sauf l'absence. La Cour de cassation reconnaît que l'absence est une faute grave pour l'apprenti. Donc s'il ne vient pas en entreprise, c'est un motif de rupture. Donc il y a quand même des arguments juridiques, mais qui sont utilisés en dernier recours. Avant, il y a tout le reste. Mais c'est possible. Ça reste largement positif. Merci à tous. Je pense qu'on va se faire une petite pause. De toute façon, vous restez avec nous et les sujets, vous pouvez les aborder à la pause. Et je pense que la deuxième table ronde, notamment avec la présence de la CFA, va être aussi animée. Je vous remercie. À tout à l'heure.